Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Au Rwanda, les résultats du référendum pour un changement de constitution se font encore attendre, mais sans surprise, le oui devrait l'emporter. Et donc Paul Kagame pourrait briguer un nouveau mandat et se maintenir encore longtemps au pouvoir. Notre correspondant a suivi le scrutin à Kigali, reportage dans un instant. La communauté internationale cherche à mettre fin aux violences au Burundi. L'Union africaine a annoncé l'envoi de troupes dans le pays, mais quand ? Comment ? Nous poserons la question à Smaïl Chergui, commissaire paix et sécurité de l'UA. Il sera en direct avec nous dans ce journal. Et la crise humanitaire continue au Soudan du Sud, malgré l'accord de paix signé en août dernier. Notre correspondante s'est rendue dans la ville de Lire, dans le sud du pays, une des plus touchées par les violences. Le Rwanda devrait changer de constitution, c'est l'objet du référendum de ce vendredi. Les résultats n'ont pas été proclamés, mais le oui devrait l'emporter. Principal changement, permettre au président actuel, Paul Kagame, de briguer un troisième mandat et bien plus. Ils étaient plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes. Thaïs Brook a suivi le scrutin. Reportage. 6h30 du matin, quartier de Kichukiro à Kigali. Les bureaux de vote ne sont pas encore ouverts, mais la file est déjà longue. Peu avant 7h, les assesseurs prêtent serment, puis scellent les urnes. Le vote peut commencer. 2 choix aujourd'hui, Yego pour oui, Oya pour non. Mais tout le monde semble vouloir cocher la même case. Je pense que tout le monde va voter pour le oui. Je le dis parce que je vois comment le pays marche. Je peux aller partout, il y a de la sécurité. Je pense qu'à 100%, tout le monde va voter pour le oui. Ce membre d'un parti non autorisé par Kigali n'est pas allé voter. C'est une élection jouée d'avance, car on a vu comment ils ont arrangé l'affaire. C'est un référendum forcé, un référendum falsifié, où la population était forcée de faire une pétition. 11h du matin, quartier de Kiyovu. Le président Paul Kagame, premier concerné par ce vote, est venu accomplir son devoir civique. Il ne dévoilera pas son choix, ni s'il est décidé à se représenter en 2017. Vous avez quelque chose à annoncer ? Vous serez candidat ? On verra en temps voulu. Il est 15h et les bureaux de vote ferment. Au dépouillement, les premiers résultats sont sans appel. Le oui l'emporte très largement. Et nous passons à la situation au Burundi, voisin, où c'est justement le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza qui est à l'origine de la crise sans précédent dans le pays. Jeudi, les Nations Unies appelaient à des actions rapides et concrètes pour mettre fin à la spirale de violence. Aujourd'hui, l'Union africaine a approuvé l'envoi de troupes au Burundi pour protéger les civils. Pour en parler, nous sommes en direct d'Alger avec Smaïl Chergui, commissaire paix et sécurité au sein de l'Union africaine. Smaïl Chergui, bonsoir. Vous avez donc annoncé un envoi de troupes, mais vous attendez d'abord de savoir si vous aurez l'accord du gouvernement. Ça risque encore d'être long alors. Non, nous sommes déterminés évidemment à envoyer cette force pour stabiliser ce pays et permettre réellement d'engager ce dialogue inclusif qui pourrait ouvrir la voie à une solution politique et arrêter donc cette perte en vie humaine inacceptable pour la communauté internationale et pour les Africains en premier. Donc cette force, si vous avez lu le communiqué du Conseil de paix et sécurité, il est donné 96 heures au gouvernement pour donner sa réponse à cette demande. Et ma foi, j'espère qu'ils pourront comprendre que nous ne sommes pas contre le Burundi, que nous voulons travailler pour le Burundi et le peuple burundais. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait se passer si au bout de 96 heures, le gouvernement de Bujumbura refuse d'accueillir les troupes de l'Union africaine ? Je crois qu'il y a des dispositions qui sont prises. Nous passerons donc à une autre phase, non seulement d'imposition de sanctions, mais surtout d'appeler les chefs d'État, la conférence des chefs d'État elle-même, à prendre la décision. Vous savez qu'au terme de l'acte constitutif, en cas de violation grave des droits de l'homme ou de possibilité de génocide, la conférence peut passer outre l'accord du pays concerné. Vous parlez d'envoi de troupes pour protéger les civils, mais qu'est-ce que ça veut dire dans un pays où société civile et gouvernement se renvoient la balle, si je puis dire, sur ces violences ?
Alors, évidemment, nous sommes très préoccupés par ces violences et nous condamnons toute l'origine de toutes ces violences, d'où qu'elles viennent du gouvernement ou de l'opposition. Nous ne pensons pas que c'est la meilleure manière de régler le problème. Donc, ces violences-là doivent cesser immédiatement. Et ce que nous voulons, c'est que ce dialogue inclusif dont le président Museveni de l'Ouganda est appelé à organiser, qu'il commence le plus vite possible. Parce que c'est à travers le dialogue que nous pouvons réellement arrêter la violence, désarmer toutes les milices qui sont armées et promouvoir donc une solution politique à même de remettre ce pays dans la normalité. Merci. Mais il est clair que l'Afrique ne permettra pas un glissement qui puisse nous amener ou qui puisse nous rappeler des situations très graves par le passé. Merci Smaïl Chergui, commissaire paix et sécurité à l'Union africaine, d'avoir été en direct avec nous sur France 24. Autre pays en proie à une violence sans fin, le Soudan du Sud, où malgré l'accord de paix signé en août dernier, les exactions continuent. Parmi les villes les plus durement touchées, Lire, dans le sud du pays. Pendant des mois, les ONG ne pouvaient pas y accéder, causant une crise humanitaire où les besoins sont nombreux. Voyez le reportage de notre correspondante Simona Foltine. Cachés dans les marécages depuis des mois, ils sortent enfin pour chercher de la nourriture. Ces Sud-Soudanais ont survécu en mangeant des fruits de palme et des nénuphars. Pour rejoindre ce convoi humanitaire, certains ont dû marcher pendant des jours. Je me cache dans le marais. L'eau m'arrive jusqu'ici. On doit rester tout le temps dans l'eau. Si on sort, ils peuvent nous tirer dessus et là, on est mort. La nuit, on peut enfin sortir de l'eau et c'est là qu'on cherche des fruits dans les arbres. Ce convoi de la Croix-Rouge est le premier à atteindre Lire en 5 mois. À plusieurs reprises cette année, les ONG ont dû quitter la ville où les forces du gouvernement et de l'opposition s'accrochent. Revenir à Lire était une mission difficile. Notre quartier général, nos dépôts et nos véhicules ont été endommagés. C'est donc compliqué de mener ces opérations. Le leader rebelle, l'ancien vice-président Riek Machar, est originaire de Lire. Ici, certains accusent le gouvernement de faire la politique de la terre brûlée. Les marchés sont pillés, tout comme les élevages. Des maisons ont été incendiées et il ne reste rien à récolter dans les champs. Les rations distribuées sont plus petites que d'habitude, plus discrètes. La Croix-Rouge espère que de cette façon, les habitants ne se feront pas remarquer par les groupes armés. Mais la petite taille des rations signifie aussi que les habitants doivent faire plusieurs allers-retours. La Croix-Rouge entend envoyer des convois jusqu'à ce que les leaders sud-soudanais appliquent leur accord de paix. Au Mali, 3 personnes ont été tuées devant les locaux d'une radio chrétienne à Tombouctou. Selon un des responsables de la mairie, un homme armé leur aurait tiré dessus avant de prendre la fuite. Les autorités maliennes pointent du doigt ceux qui voudraient créer, je cite, une guerre de religion. Thomas Lubanga et Germain Katanga sont en chemin vers Kinshasa. Les 2 condamnés de la Cour pénale internationale ont quitté leur prison de La Haye ce vendredi. Ils vont finir de purger leur peine en République démocratique du Congo. Thomas Lubanga a été condamné à 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans lors de la guerre en Ituri en 2002 et 2003. De son côté, Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison pour avoir fourni les armes utilisées lors du massacre de Bogoro en février 2003. À Abidjan, Guillaume Soro s'est exprimé pour la première fois sur les affaires dans lesquelles il est mis en cause en France. C'est devant un hémicycle plein et plusieurs centaines de partisans venus le soutenir que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a pris la parole. Il a notamment été très offensif à l'égard de la justice française qui avait délivré un mandat d'amener à son encontre alors qu'il se trouvait à Paris pour la COP21. C'était un discours empreint d'ironie. Écoutez. J'ai été choqué au plus haut point d'être victime de l'une des pires campagnes de dénigrement, de calomnie. Une juge française a cru devoir, par tous les moyens, m'humilier. Je ne représente à ses yeux, moi le petit président d'une petite Assemblée nationale, d'un petit pays
la Côte d'Ivoire qu'un menu fretin. Pour autant, je ne suis pas homme à fuir ni la justice ni ma responsabilité. Ce qui, à mes yeux, ne peut être ni marchandé ni cédé, c'est la considération et le respect dû aux lois et procédures de mon pays, la Côte d'Ivoire. Car une nation, si petite soit-elle, est une nation. Nous n'accorderons notre respect qu'à ceux qui nous respectent. Et pour rappel, Guillaume Soro est visé par une plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, pour enlèvement, séquestration et traitement inhumain. Et c'est la fin de cette édition africaine, mais restez avec nous. Paris Direct continue et je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal.